Et à un moment donné, en fait, j'étais assise à côté d'un monsieur, donc j'avais 13 ans. Je sentais un truc un peu, tu sais, des picotements dans ma cuisse. Parce qu'à un moment donné, il a sur son... 3 mecs sont arrivés, ils ont commencé à me dire est-ce que c'était vrais yeux. Ils étaient bourrés complètement, 3 mecs de l'Est. Est-ce que tu peux partager avec nous justement ces mécanismes que tu as pu mettre en place? On peut éviter un grand nombre de conflits à partir du moment où on comprend ce principe, qui est que... Hello, c'est Magali Zarka, bienvenue dans Wedding Divan. Et aujourd'hui, j'accueille une nouvelle fois Hélène Tassaz, parce qu'elle est déjà venue une première fois, mais sans la vidéo. Et on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur toutes les deux. Personnellement, j'ai rien préparé pour une fois. Elle a préparé, bien évidemment. Mais on va parler d'un sujet qui non seulement nous tient à cœur, mais en plus, peut-être on va sortir avec un truc aujourd'hui. Je vous laisse découvrir le sujet après, mais ça va peut-être piquer. Salut Hélène. Salut Magali, comment ça va? Bah moi, ça va bien. Je suis trop contente de te voir. Tu as été une de mes mentors, une de mes coachs, une de mes... Voilà. Dans mon esprit, tu es toujours là, en fait. Après, c'est aussi une de tes forces, je trouve, de garder le contact avec tes clientes. Mais ouais, des fois, tu me fais des salves de likes sur, sur TikTok ou sur Instagram. Tu rattrapes le retard, je sais pas. Mais... Et je me dis, ouais, elle est toujours là. Elle est toujours, c'est toujours hyper appréciable de pouvoir t'avoir. Même des fois, tu me dis, si tu veux, on peut s'appeler. Ou voilà, t'es hyper là, même si on travaille plus vraiment ensemble. Alors, si, des fois, on a fait un truc il y a pas très longtemps, il y a 1 an, je crois. Sur une mise en relation. Voilà, sur une mise en relation, sur... ouais, il y a des trucs, en fait, des trucs ponctuels où je te dis, ouais, pourquoi pas, et puis tu me proposes, et je te dis oui ou non, et puis voilà. Et je trouve que c'est une de tes grandes forces. Bon, après, voilà, l'expérience client, c'est ton dada, mais quand même. Et ce que je dis toujours, c'est que dans toutes les mentors ou coachs que j'ai eus, il y en a 2, pour moi, qui sont les meilleurs, c'est toi et Margot Klein, quoi. Merci pour ça. Et toi, tu as été, je crois, la première, finalement, à me coacher pour de vrai. Enfin, j'avais pris une formation avant, mais c'est pas pareil que d'être coachée. Et je raconte souvent cette histoire où en fait, tu me balances le prix et donc moi, je suis là, oh my God, genre, j'ai jamais payé ce prix-là. En plus, tu m'avais fait un tarif qui était plutôt cool à l'époque. Et je raconte aussi cette histoire de dire, j'avais dit paiement 3 fois, et j'aurais jamais dû faire ça. Mais en même temps, si, parce que sinon, ça ferait pas partie de l'histoire. Mais à chaque fois qu'il y avait un prélèvement, j'étais en mode PLS, genre, oh my God, pourquoi? Et en fait, ouais, t'avais été un peu pushy. Je crois que j'avais besoin de ça. Je l'aurais pas fait autrement. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est que tu m'as mis face à mes contradictions et à mon envie de réussir qui allait à l'encontre de mon envie d'investir, finalement, en moi. Et je pense que ça a été la meilleure décision que j'ai prise à cette époque-là, quoi. Vraiment d'être accompagnée par toi. Merci encore. Je regrette pas de t'avoir poussé. Ouais, je pense que tu es aussi une des mentors qui a le plus cru en moi, même si elles ont toutes eu ce truc de me le dire, tu vois. Mais toi, j'avais l'impression que c'était plus vrai. C'est un peu comme Margot, tu vois. C'est vraiment, je sens ce truc de dire, elle a vraiment envie que je réussisse et ça lui fera vraiment plaisir, tu vois. Clairement. Dans tous les cas, je travaille pas avec des business dans lesquels je me retrouve pas en termes de système de valeur et en termes d'impact. Et je trouvais que c'était hyper beau ce que tu faisais. Et je me suis dit, waouh, si moi je peux l'aider à juste orienter son énergie dans le bon sens pour que elle fasse des paillettes avec ses clientes, je suis obligée de l'aider en fait. Ouais, en plus, c'est toi qui m'avais, je sais pas comment on peut dire, c'est pas vraiment démarché, si, peut-être, on peut dire démarché. Comment Je sais tu même dis ça? plus. Ouais, Tu m'avais envoyé un contacté. message, je crois que c'était pour le podcast, ou... C'est possible. Faudrait que je retrouve Faut qu'on retrouve l'historique de. Mais ouais, c'est toi qui m'avais envoyé le premier message, en tout cas. Ok. Après, tu m'avais aidé aussi à faire un gift cadeau. coaching. Ouais. Voilà. On avait commencé par le gift coaching et après on avait enchaîné sur le Ouais, coaching. Ouais, c'est ça. Parce Parce que j'ai dû avoir besoin de voir ce que tu pouvais faire, tu vois, avant de... Ouais. J'ai toujours eu, tu vois, sur les autres, parce qu'on en discutait avec Margot, elle me disait, voilà, en France, on a toujours ce truc de dire, j'adore ma mentor, et après, en fait, je la déteste. Ah ouais? Ou je suis moins dans son truc, j'ai besoin de prendre, tu sais, mon envol, donc j'aime moins ce qu'elle fait. Et j'ai eu ça avec pas mal de mes mentors ou coachs, et en fait, pas avec vous deux. Ok. Et je sais pas pourquoi. Je pense que si, c'est parce que vous êtes celle qui m'avait le plus apporté et qui avait vraiment eu envie que je réussisse, tu vois. C'est peut-être ça le lien. Et où je sens que c'est vrai, tu vois. J'allais dire que c'est vraiment
Et en fait, le mot d'après, c'était vrai, donc vraiment vrai. Mais tu vois, se dire, ouais, si elle réussit, je réussis aussi. C'est ce que je ressens, moi, avec mes clientes, tu vois, quand elles ont des victoires, comme les miennes, tu vois. De ouf. Je les vis aussi bien qu'elles, tu vois. Et c'est ce qu'elle me disait, Margot. Elle me disait, ouais, j'ai vu à un moment donné que tu allais te planter, mais j'étais obligée de te laisser te planter. Sinon, tu n'aurais pas compris. Tu es obligée de te planter, sinon tu comprends pas. Tu es là, mais merde, j'ai envie de l'aider, tu vois. J'ai envie qu'elle réussisse, donc je préférais lui dire que c'est pas la bonne chose à faire, tu vois. Mais en fait, non, je peux pas. Parce qu'il y a des profils où tu sens en plus que la personne a besoin de se cramer pour comprendre que ça brûle, en fait. Et donc, malheureusement, tant qu'elle l'ira pas, elle va continuer, enfin, la coachée en question va continuer juste d'emmagasiner plus de frustration, un peu comme un enfant qui te dirait, mais non, laisse-moi repasser. Et t'es là, genre, non, tu vas te brûler. Non, laisse-moi repasser. Tu vas te brûler. Ouais, vas-y, tu sais quoi, vas-y, va repasser. Brûle-toi. Tu reviendras quand il faudra que je te mette Quand un t'auras peu compris. quand je te mettrai des pansements et machin. Et de la Et c'est ça, en biafine. fait. En Ouais. coaching, très souvent, c'est ça qui se passe. Et de fait, après, tu peux, entre guillemets, développer une espèce de rancune, tu vois, parce que t'es là, genre, mais tu voyais que j'allais me manger un mur. Ouais, mais t'avais beaucoup trop envie de te le manger, le mur. Donc, je t'ai laissé. Et puis, maintenant que t'as des bosses, on va pouvoir reprendre là où on s'était arrêté. Ouais, Margot, elle me disait tout le temps. Elle me disait, tant que t'es pas vénère, on n'a pas trouvé. J'étais là, moi, je suis vénère contre moi, je suis pas vénère contre toi, tu sais. Mm. Et en fait, elle avait raison. C'est la colère et mon moteur, en fait. Mm. Je pense que 90% des gens qui ont lancé un business, pour pas dire 99%, c'est à C'est cause de la colère. relation que tu as avec ton père. Ouais, très souvent, c'est le père. Parce que le père, c'est l'énergie masculine, c'est créé dans la matière. Et donc, en général, c'est soit par son absence et que tu veux lui montrer que tu existes, soit parce qu'il t'a fait croire que tu pouvais être inférieur à ce qu'il pensait, etc., etc. Mais il y a un jeu d'ego qui se joue à ce niveau-là, qu'il était présent encore une fois ou pas. Et Ah ouais, donc, je suis pas d'accord avec ça. ok. Non, mais c'est pas que j'ai les mis 99%. Ouais, En fait, j'ai vraiment, choisi c'était d'être le juste pour toi. 1%. C'est juste pour toi. Voilà, on l'a créé juste pour toi, cette stat. Mais Ah ouais, c'est marrant. discute avec tous les entrepreneurs que tu as dans ton milieu et tu vas très souvent que c'est corrélé à ça. Ah ouais. Et de fait, c'est un fire, ce truc. C'est-à-dire que ce truc de j'ai envie d'aller prouver, c'est un truc qui te nourrit énormément et qui te donne énormément d'énergie au moment où tu as envie de créer tes premières étapes dans ton business. Et après, c'est à toi de voir si tu as encore envie de l'utiliser, si c'est peut-être mieux maintenant de déplacer cette motivation sur autre chose. Peut-être que c'était bien au début, mais qu'aujourd'hui, c'est en train de te consumer, justement, cette course un peu à l'infini, et que tu as fait la paix, finalement, avec cet enfant intérieur qui avait besoin de prouver ou qui avait besoin d'appeler à l'aide ou j'en sais rien. Et du coup, aujourd'hui, maintenant, c'est d'autres choses qui vont te motiver. Mais je pense qu'il n'y a pas de jugement de valeur à avoir sur les feux qui, au début, nous activent. Et c'est juste à voir dans le temps, est-ce que je garde le même ou est-ce que je le recycle dans autre chose. Bah déjà, l'avoir conscientisé que c'était la colère ou le défi. C'était mon mec qui me dit, viens, on fait la rando. Et il me dit, oui, bon, par contre, je pense que c'est un peu dur pour toi. Je pense que tu vas pas y arriver. Peut-être pas du premier coup, en tout cas. Évidemment que je suis arrivée du premier coup, du coup. Il fallait juste rajouter un challenge. Et il a rigolé. Et il m'a dit, je savais. Je voulais juste que tu le fasses, quoi. Je dis, oh, putain. Le manipulateur, tu sais. Mais il a raison, c'est comme ça que je fonctionne, tu vois. Et donc, on est là parce que, déjà, tu es à Paris, ce qui est chose rare. Donc, on a fait ça en 2 jours. On s'est dit, tiens, on va se voir et tout. Parce que tu as partagé une story de notre chère Madame Pécresse. Est-ce que tu veux nous raconter ce que disait cette story? Finalement, c'était ce réel que tu as partagé en story. Yes, Valérie Pécresse qui nous disait que grâce au nouveau, je sais même pas comment ça s'appelle, un funiculaire? Téléphérique. Je sais pas. Voilà, qui va être créé du coup en Île-de-France. Il y aurait du coup une personne de la RATP dans chacun des œufs. Et du coup, ça permettait aux femmes de se sentir beaucoup plus safe parce que, évidemment, qu'il n'y a pas d'agression quand on est assis dans un téléphérique. Ah oui, j'avais pas compris l'histoire de... Il y avait une personne, moi Si, j'avais si. compris juste qu'elle disait... vous serez debout, donc vous serez assis, vous serez pas debout, donc il y aura pas de frotteur, quoi. Ah, si, Donc, elle pas dit bien d'agression. ça, mais elle dit qu'en plus, voilà, j'invite vraiment tous les frotteurs de France, du coup, à bien rester chez eux, parce que, attention, il y aura quelqu'un de la RATP qui sera présent, avec des caméras, et en plus, les gens seront assis, et du coup, c'est bien connu que les gens, une fois qu'ils sont assis, ne peuvent pas subir des agressions. Et du coup, ça m'a fait doucement rigoler. Ouais, donc Je du me coup, sentais obligée de le partager. t'as partagé ça, et moi j'ai réagi en disant lol, la dame est bien naïve, parce que quand j'ai eu mes 13 ans, j'étais en stage dans une boîte, dans la boîte de ma tante, qui est devenue ma boîte plus tard, mais ça c'est une autre histoire. Et du coup, on allait en RER dans cette contrée lointaine du 91. Et à un moment donné, en fait, j'étais assise à côté d'un monsieur, donc j'avais 13 ans, et je sentais un truc un peu, tu sais, des picotements dans ma cuisse. Bizarre. Donc, tu sais, je touche ma cuisse, je bouge un peu. Et voilà, c'est très bizarre, des picotements, quoi.
Et puis ça revient. Donc je bouge parce que je me dis, c'est bizarre, le monsieur quand même est très proche. Et en fait, on sort de la rame de RER et ma tante me dit, est-ce que ce monsieur t'a touché? Je dis, bah je sais pas, j'ai senti un truc chelou sur ma cuisse, un peu comme des pics. Mais tu sais, c'était, je sais pas comment il devait faire ça, tu vois, enfin, on peut pas le voir, mais Un il devait faire fourmillement. comme ça, voilà, comme un Mmh. fourmillement. Et elle me dit, ouais, mais je pense qu'il t'a touché parce qu'à un moment donné, il a appuyé comme ça sur son sexe. Elle me dit un truc genre, il devait bander ou un truc comme ça, mais pas avec ces mots-là. Mais moi, je savais même pas ce que ça voulait dire, quoi. Et en fait, ben, je m'en souviens comme si c'était hier. Et j'avais 13 ans. Et on était assis, bizarrement. Donc, j'ai répondu à cette story et on a discuté un petit peu toutes les deux de ça. Et on s'est dit, bah tiens, si on en faisait un podcast et peut-être encore mieux d'autres trucs après, on verra ce que ça va donner. Dites-nous d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça à la fin de cet épisode. Abonnez-vous aussi, parce que je le dis jamais. Qu'on arrive à 500 abonnés. Mais voilà, que cet épisode serve, qu'on puisse peut-être créer un truc ensemble pour aider les femmes qui ont subi ce genre d'agression. Parce que moi, c'était ma première, peut-être. Enfin, non, c'était pas ma première d'ailleurs, mais du coup, voilà, j'en ai eu d'autres. Et toi, tu voulais parler, par exemple, du sujet de se sentir victime. Parce qu'avant, je disais, voilà, j'ai subi des agressions. Et en fait, maintenant, je dis, on m'a fait subir des agressions. Mmh. Et c'est pas ça peut être des hommes, ça peut être des enfants, ça peut être des ados. Donc ouais, qu'est-ce que tu voulais dire sur le fait de se sentir victime et comment on en sort? Je pense que la posture de victime, elle est hyper importante, a fortiori en tant que femme, parce que, encore une fois, on est quand même sur une chaîne où tu parles souvent de business et je pense que cette posture de victime, elle est, tout simplement transversale à plein de postures qu'on peut avoir dans notre vie, dans notre sphère perso, mais aussi dans notre sphère pro. Je me rappelle très bien d'une cliente qui m'avait dit, «Je vais voir mon comptable la boule au ventre parce qu'à chaque fois, bah, il me dit que je sais pas gérer mes finances, que limite je suis une petite fille, que j'y arriverai jamais». Et je me suis dit: «Non mais attends, c'est toi qui le paye là, comment on a inversé les rôles?» Enfin, il y a un moment donné, comment toi tu peux avoir, la boule au ventre alors que c'est lui qui est à ton service, tu vois? Il y a un moment donné donc et à partir du moment, en fait, où on se rend compte qu'on a accepté depuis beaucoup d'années, depuis toute petite, d'avoir cette posture de victime, on voit qu'elle va perdurer dans le temps si on cut pas le schéma et qu'on se crée pas une nouvelle narration avec laquelle, du coup, on va se sentir beaucoup plus, dans une position de force, tout simplement. Et c'est à nous de faire le travail. Ça, malheureusement, il y a personne qui peut le faire à notre place. Donc tant qu'on n'a pas conscientisé que, naturellement, par rapport à, des choses qu'on a pu vivre dans le passé, aussi sordides soient-ils, maintenant, on a un petit peu cette espèce de cap qu'on se trimballe partout, de toute façon, bah, moi encore, ça m'est arrivé une première fois, donc ça pourrait me réarriver et cetera et évidemment que ça va tomber sur moi et tout ce genre de petites phrases un peu de croyances limitantes qu'on va se trimballer à chaque fois, bah, potentiellement, on va avoir plus de trucs qui va nous arriver parce qu'on a juste conscientisé et normalisé le truc, en fait, tout simplement. Alors que si dès le début, je me dis: «OK, ça fait partie de mon passé, ça a été des événements tragiques, je refuse que mon passé influence mon futur à ce niveau-là et du coup, à partir de maintenant, bah, je vais tout simplement me former, avoir des outils aussi bien physiquement que mentalement pour me préserver, en fait, des gens qui pourraient encore avoir envie, bah, d'atteindre, mon estime de moi, ma dignité, mon physique de manière générale et je n'ai plus envie de me sentir en insécurité dans ce genre de situation. Et ce genre de situation, malheureusement, bah, ça s'appelle la vie, ça peut t'arriver n'importe où, n'importe quand. Moi, je suis une femme qui voyage seule en plus, depuis 5 ans. J'ai quitté Paris parce que justement, je trouvais que le climat était trop anxiogène à ce niveau-là et que j'avais juste plus envie, bah, tout simplement que ma peur guide mes sorties, mes choix de tenue et cetera. Je trouvais que c'était un non-sens, en tout cas dans mon monde et donc encore une fois, je me suis dit: «Bah, écoute, tu pas un arbre, tu bouges» et avec une logique, opportuniste de se dire: «Bah, voilà, dans quels, endroits du monde je peux me sentir davantage moi-même et je peux avoir moins peur», même si maintenant j'ai ces «outils» entre guillemets pour me sentir, plus sûr de moi, ça ne te permettra jamais de te sentir à 100 de toute façon, infaillible. S'il y a 3 mecs qui te tombent dessus demain, tu pourras rien faire. Mais pour autant, il y a quand même des mécanismes que tu peux mettre en place pour justement te sentir, davantage en confiance et pour, tout simplement, bah, mieux vivre, au quotidien ce genre de situation. Est-ce que tu peux partager avec nous justement ces mécanismes que tu as pu mettre en place? Yes, bien sûr. Le 1er truc, ça a été le self-défense, avec le Krav Maga. Moi, je fais du Krav Maga et de la boxe. Le gros avantage du Krav et pourquoi moi je le recommande et j'inviterai même ma petite nièce à commencer le plus tôt, possible, c'est parce que c'est, tout simplement, des techniques qui, font appel tout simplement à, aux points faibles
anatomiquement parlant du corps. Donc il y a pas besoin d'avoir énormément de force, il y a juste besoin de savoir comment fonctionne le corps humain, que savoir que par exemple avec ton oreille interne, bah, tu peux être vite déstabilisé parce que c'est ça qui contrôle ton équilibre, que personne n'a envie qu'on lui appuie au fond de la glotte parce que c'est très désagréable et du coup ça va couper l'oxygène. Donc il n'y a pas besoin d'être un gros balourd de 200 kilos pour pouvoir tout simplement sortir d'une situation compliquée en rentrant un soir à Paris avec des talons, une mini-jupe. Tu peux avoir des techniques pour te sortir de là. Et c'est quand même la bonne nouvelle de ce sport-là. Donc ça a été plus pour la partie physique. Bon, après j'ai commencé la muscu, etc. Et donc ça, forcément, à partir du moment où tu vois que ne serait-ce que tu arrives à te tracter, que tu arrives à avoir un bon cardio, etc. Tout ça, c'est des choses qui, bien sûr, vont t'aider si demain, il faut que tu tapes un sprint parce qu'il y a un mec qui est en train de te suivre, etc. etc. J'ai plus de cardio, c'est mort. Avec ton fils, justement, tu vas pouvoir le travailler prochainement. Donc ça, c'est pour la partie physique. Après, pour la partie mentale, justement, il y a un principe en Krav qui est hyper intéressant et que c'est assez drôle parce qu'on en parle beaucoup en école de commerce. C'est ce qu'on appelle la disruption. En école de commerce, moi, je me rappelle, on avait toujours des profs qui disaient « il faut être disruptif, il faut être disruptif ». C'était le mot hyper à la mode ces dernières années. La base de la disruption en Krav Maga, c'est agir à l'inverse de ce que ton agresseur pourrait avoir envie d'imaginer. Donc typiquement, imaginons que quelqu'un te tire sur ton sac, sur la hanche du sac, tout simplement pour te la voler. La logique voudrait que si le mec, par exemple, vient vers moi, machin, pour me le tirer là, moi, je vais aller là-bas pour me sauver, en fait, tout simplement. Et donc, lui, il se retrouve avec mon sac et il part de l'autre côté. Versus, en Krav, ce que tu apprends, c'est justement que la personne va venir, là, par exemple, sur mon épaule droite, le prendre et en fait, moi, je vais aller sur lui. Et en fait, ça, il s'y attend pas. Il s'attend juste que j'aille dans le sens inverse. Et en fait, si je vais sur lui et que je commence à lui envoyer en plus des patates, forcément que lui, il se dit, attends, déjà, d'où elle ose m'attaquer. C'est-à-dire qu'elle a 2-3 bases en self-défense et du coup, mince, elle n'est pas aussi faible que ce que j'avais imaginé. Et en plus, du coup, je suis en train de prendre un risque. Et donc, potentiellement, juste de voir cette réaction de surprise va le faire tout simplement reconsidérer l'agression et du coup, potentiellement s'en aller. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est de systématiquement se dire, même pour tout ce qui est harcèlement aussi, je pense à l'école, tu vois, à l'école, moi, j'ai beaucoup aussi subi d'harcèlement à ce moment-là. J'avais pas les clés pour pouvoir m'en sortir, mais typiquement des enfants qui sont harcelés sur X, Y sujet, que ce soit le physique, le poids, peu importe, l'acné, enfin bref, tous ces trucs-là. À partir du moment où tu montres à tes agresseurs que ça n'a pas de poids sur toi, et que finalement tu agis encore une fois à l'inverse de ce que eux ils imaginent, forcément que tu les déstabilises. Et donc ce concept de disruption, il est aussi puissant dans le business que dans tout ce qui touche à l'agressivité, puisque en fait finalement ce qui va faire plaisir à ton agresseur, c'est de voir que sa technique elle marche. Donc à partir du moment où tu lui dis ah ouais tu me critiques sur mes boutons, écoute lui ça fait 3 semaines qu'il est là, je l'ai appelé Jojo et j'ai ouvert un blog en fait pour raconter les histoires de Jojo. Donc tous les jours, alors Jojo il a grossi un peu hier, là ce matin il avait l'air un peu moins en forme donc il a un peu rapetissi, mais toujours rouge, toujours rouge Jojo là, il y a pas de souci là-dessus. Et du coup il va se dire mince, elle arrive à rigoler en fait de son acné, elle arrive à prendre du recul par rapport à ça, et du coup ça marche plus en fait. Et du coup, la stratégie tombe à l'eau. Donc, si la stratégie tombe à l'eau, c'est plus drôle de s'attaquer à cette personne. Et du coup, naturellement, ça s'annule. Et donc, toi, après, tu es tranquille dans ton truc. Et vraiment, on peut faire ça dans plein de situations dans la vie. Parler du fait que l'objectivité, en fait, c'est un truc qui te sort toujours de n'importe quelle situation conflictuelle. Parce qu'en fait, ce qui fait que les gens vont avoir un conflit, c'est je vais balancer ma subjectivité contre ta subjectivité. Je veux dire, vraiment, t'arrives trop tard. T'arrives trop souvent trop tard. Ça veut dire quoi, trop souvent trop tard? C'est-à-dire que si moi, en face, je te dis, non, en fait, je t'explique, le planning, c'est que tu arrives à 8h30 et ça fait 7 jours que tu arrives à 8h50. Donc, factuellement, tu es en retard. C'est pas je pense que tu es en retard ou je pense pas que tu es en retard, c'est juste c'est les chiffres, ça s'appelle une horloge. On peut éviter un grand nombre de conflits à partir du moment où on comprend ce principe, qui est que à partir du moment où je ramène de l'objectivité sur une thématique, sur un débat, forcément que je diminue, on va dire, la charge émotionnelle et que j'amène l'autre à me rejoindre, entre guillemets, dans ma vision des choses. Tant que je continue de dire non, mais c'est trop ceci, c'est trop cela, ou selon moi, je suis dans de la subjectivité et donc forcément qu'on va pas rentrer sur un terrain d'entente parce que dans tous les cas, je te balance ma vision des choses. Alors que si dès le début, on est d'accord pour dire ok, on est d'accord que ou dans le contrat, c'était noté que X, Y, Z. Ok, si X, Y, Z sont pas là, du coup, on est d'accord qu'on est en dehors des clauses du contrat. Oui ou non? Et la personne peut que te rejoindre là-dessus. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de situations qui pourraient être beaucoup moins conflictuelles et qui pourraient amener à beaucoup moins de violence et beaucoup moins qui pourraient beaucoup moins dégénérer en tout cas, si ce principe-là, il était enseigné déjà ne serait-ce que beaucoup plus tôt à l'école. Tu vois, si on avait des cours un peu d'intelligence émotionnelle, de communication et des principes comme ça de base, de juste se dire, ok, quand vous n'êtes pas d'accord avec ton petit pote à la récré ou machin, juste revenez à ça en fait. Juste objectivement, c'est quoi les faits? Est-ce que c'est, j'en sais rien,
genre, tu me saoules parce qu'à chaque fois tu me bouscules, machin. OK, est-ce que factuellement il t'a bousculé, oui ou non? Ou est-ce que c'est juste qu'il est trop collé à toi en cours ou j'en sais rien, tu vois? Truc basique comme ça, mais qui permettrait juste de désamorcer les choses beaucoup plus rapidement, en fait. Il y avait une maman sur Instagram que je suis et que j'aime beaucoup, qui est infirmière aussi, je crois, et qui disait, maintenant quand mes gosses viennent me voir pour un conflit et qu'il y en a un qui me dit: «Oui, machin, il m'a fait ça», et je leur pose la question: «Quelle était l'étape d'avant? Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant?» Parce que genre, si machin a tapé machin, C'est une conséquence. c'est peut-être parce que l'autre a fait un truc. Et j'ai trouvé ça très, très, très pertinent. De Qu'est-ce qui ouf. s'est passé à l'étape d'avant? Parce que toi, tu te sens agressé parce que l'autre t'a tapé, mais en fait, tu l'as fait chier pendant 6 heures avant. Ouais. Donc c'est comme tu dis, c'est une conséquence de tes actes à toi qui en Et est là. ça marche aussi avec tes clients, hein. Mais c'est ça, Mes clients, ils me payent pas. Ah, mais t'as fait un contrat? Non. bah voilà, Il y avait des indices. Donc t'as appris que pour le prochain, faudrait faire le contrat voilà. ou rajouter telle clause. C'est ça. Mais bien sûr que c'est que des enchaînements de conséquences, évidemment. Ouais, il y a un truc aussi dont j'ai pas parlé aujourd'hui parce que je disais que c'était pas ma première agression, mais moi j'ai subi des trucs quand j'étais petite. Donc j'avais 6-7 ans la première fois et une douzaine d'années la deuxième fois. La première fois, c'était avec un garçon de ma famille. Et la deuxième fois, c'était avec... parce que j'étais enfant unique et ma mère voulait pas me laisser toute seule à la maison et elle travaillait jusqu'à tard le soir. Du coup, enfin mes parents. Et donc du coup, j'étais en nourrice. Et du coup, le fils de ma nourrice à 12 ans, lui en avait 14 à peu près, me plaquait en fait sur le lit et se frottait à moi. Et en fait, j'ai conscientisé ces deux choses-là, genre il y a 3 ans. Mmh. Que c'était pas normal, que c'était une agression. Et en fait, j'en ai parlé dans un premier discours que j'ai fait il y a 1 an et demi. Et, et en fait, moi, je pensais que c'était, tu vois, celui de 14 ans. Je me disais, bah, comme j'étais à moitié amoureuse de lui, bah, puis que c'était au final un peu agréable à la fin, bah, du coup, c'était pas une agression finalement, tu vois. Et quand j'ai fait ce discours-là et que j'ai libéré cette parole-là sans me rendre compte finalement que je l'avais dit une fois à mes clientes en mode, tu sais, je sais plus, c'était toi qui m'avais donné ce tips, tu sais, de faire de... Qu'est-ce que vous n'avez pas envie qu'on sache aujourd'hui sur vous? Et en fait, on a fait trois tours. Le premier truc, c'était, je sais plus ce que j'avais raconté. Généralement, ça commence light. Oui, j'avais dit, genre, pendant ma grossesse, j'ai regardé Les Feux de l'amour et après, après c'est devenu addictif. Donc j'avais regardé pendant 2-3 ans après, c'est genre les replays. Et le troisième tour, j'avais dit ça et en fait, je m'étais mise à pleurer et je pensais pas que j'allais pleurer à ce moment-là. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai conscientisé que c'était pas un truc, normal, tu vois? Et après quand j'avais fait ce discours où j'en avais parlé, j'avais une jeune femme qui était venue me voir en me disant: «Merci d'avoir dit ça parce que moi, je me disais que comme il avait 16 ans, il savait pas ce qu'il faisait». Je dis: «Mais à 16 ans, tu sais?» Mmh. Autant, le mec de ma famille, à 8 ans, bon, à mon avis, il savait pas trop, même si, il y a eu des trucs, après. Autant à 16 ans, tu sais quoi. Ouais, Mais on leur trouve toujours des excuses, tu vois? bien sûr. Et donc, ouais, je pense que enfin, ça serait bien que s'il y a d'autres personnes qui ressentent ce genre de truc, qui n'arrivent pas à conscientiser ou qui se disent, que c'est pas grave ou que voilà, en fait, peut-être ça les bloque dans leur, business finalement, dans leur vie de tous les jours, bah, qu'elles nous écrivent, ouais. Et parfois, c'est même encore plus insidieux que ça. Moi, je me rappelle une cliente qui, bah, du jour au lendemain, la police vient tout simplement frapper chez elle et lui dit, on a retrouvé un instituteur qui apparemment a fait des choses pas bien pendant des années. Vous étiez dans sa classe, on aimerait vous interroger. Elle l'avait oublié. Enfin, elle avait fait une amnésie partielle parce que son cerveau l'avait protégée du coup. Et juste le fait d'avoir la police qui te raconte tout ça, tout est revenu d'un coup. Tu te retrouves avec ce bagage que tu avais complètement mis dans l'oubli. Et en fait, le cerveau, il est en mode ah, maintenant, tu peux traiter l'information. Donc, je te rebalance toute ta dose de souvenirs. Et c'est un sacré paquet, quoi. J'avais lu un livre comme ça aussi où la meuf s'en était souvenue en achetant une sucette à l'orange à son enfant. Waouh. Et qu'en fait, elle était petite, on lui avait demandé de faire une fellation, et le bonhomme avait, un pantalon orange et c'était revenu comme ça, genre elle avait complètement oublié, tu vois? Et c'était ouf.
Du coup, toi, tu as été, harcelée plus jeune, du coup, au collège sur quel sujet? Donc sur Jojo ou sur, Non, moi, d'autres? j'avais pas d'acné au collège, j'en ai maintenant, tu vois? C'est mais j'ai plus de gens pour me harceler sur le sujet. C'est dommage. Non, au collège, c'est parce que j'avais les cheveux courts et Ah! j'avais les cheveux courts et bouclés et du coup, on me disait que je ressemblais à un garçon et du coup, les filles me bloquaient l'accès aux toilettes des filles parce qu'elles me disaient: «Non, mais toi, c'est chez les garçons». Donc je devais attendre la fin de la récré quand ça sonnait et cetera, machin, pour aller vite, vite, aux toilettes chez les filles, qu'on me laisse, la porte ouverte. J'avais, la peau hyper blanche, donc on m'appelait Casper. Qu'est-ce que j'ai eu encore? J'avais eu mon père qui avait eu la bonne idée de m'acheter un pull de chez Diesel et donc il y avait marqué Diesel dessus et en fait, j'avais une fille dans ma classe qui était un peu genre la nana, tu vois? Que tout le monde Ouais. idolâtrait, on va dire, qui m'avait dit: «Ton père, il est tellement pauvre qu'il va dans les stations-service pour t'acheter des pulls» et donc ça s'était répandu, comme ça, dans la classe, tu vois, tranquillement. Je savais jamais ce que faisait mon père parce qu'il avait un boulot, assez haut placé, machin, donc en gros, mes parents m'expliquaient jamais trop ce qu'ils faisaient, donc des fois, au début d'année, quand tu dois remplir les fiches où tu dis: «Qu'est-ce que font tes parents?» Moi, je mettais rien, du coup, on me disait: «Mais en fait, ton père, il est mort et tu veux pas nous le dire et machin», enfin, truc classique, quoi. Truc que tu te manges, qui te font, on va dire, conscientiser, pas mal de choses très, très tôt et qui te forgent ton mental. C'est ouf. Mmh. Toi, tu eu quoi? Moi, j'ai eu Skeletor parce que j'étais très maigre. OK. On a écrit sur un mur, que je passais sous la porte parce que j'étais très plate. Donc ouais, j'ai eu ça, j'ai eu le nez aussi. Mon nez, c'est vrai que pendant un moment, je me disais: «Ouais, je vais me faire refaire le nez et tout», mais en fait, c'est une des seules choses qui me reste de ma famille de mon père, tu vois? Donc ouais, ouais, non, effectivement, j'en suis fière aujourd'hui. Mais c'est vrai que, bah, il y a je crois qu'on a tous subi un truc, enfin, tu vois, de plus ou moins grave, on va dire, hein, mais après je trouve qu'ils sont très, très durs entre eux, encore plus aujourd'hui, tu vois, OK. les mômes. Il y avait une pub comme ça qui avait été faite où en fait, ils avaient mis des adultes, dans une pièce et ils leur avaient demandé de se harceler et en fait, ils avaient été hyper, gentils et après ils leur ont montré ce que les gosses faisaient aujourd'hui, tu vois, sur les réseaux, «Tu mérites de mourir», des choses comme ça, tu vois, ce genre de trucs et les parents étaient hyper choqués. Mais ouais, je pense qu'on a tous subi à un moment donné de sa vie, un peu de harcèlement, après sinon, dites-le moi parce que franchement, j'en connais pas des personnes qui ont rien eu, tu vois? Pas de remarques sur rien. Je je pense pas que ça arrive. Ouais, c'est hyper intéressant que tu parles des haters parce que je pense que ça nous touche toutes, à fortiori en tant que femme, peu importe la taille de la communauté, tu peux avoir 30 followers, mais avoir 30 haters, tu vois, qui te critiquent sur on sait pas quoi d'ailleurs. Mais je te jure qu'à ce niveau-là, moi, je penserais toujours qu'il n'y a pas de gens Heureux. mauvais, il y Ah, a que des gens qui souffrent. ouais, voilà, Et en j'allais dire. fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, je me dis, OK, Jojo du 38, c'est quoi ta vie pour qu'un dimanche à 15h, tu me dises, elles sont jolies tes jambes, elles ouvrent à quelle heure? Tu continues ton existence comme une espèce de microbe dans cet univers, tu vois? C'est quoi ton truc? Genre, et j'ai vraiment de la peine pour toi, quoi. Et du C'est coup, moi, ça. en général, je les attaque sur leur maman. Parce que sinon, il n'y a pas grand-chose qui les touche et ça me fait rire en plus, tu vois? Du coup, je dis: «Mais est-ce que tu dirais le même commentaire à ta mère ou à ta sœur?» Tu vois? Et là, d'un coup, là, on touche plus, là, Et ils disent quoi c'est du coup? Ils ah, mais ils répondent quoi? répondent plus. Ouais. Ça, franchement, faut le savoir, hein. La best tactique pour les haters, c'est de toucher les mamans. Ouais. Mais tranquille, hein, pas, moi, j'insulte pas leur maman. Ouais. Je les fais Est-ce que tu juste dirais? réfléchir sur: «Est-ce que tu aurais pu faire ça à ta sœur ou à ta mère?» Ouais. Et en fonction de combien j'ai de commentaires sous le post et si j'ai envie d'alimenter ou pas le truc, j'avise, tu vois? Genre, je regarde. Mais enfin, moi, les 2 réels où j'ai pris le plus de haters, mais je te parle de centaines, ça a été un réel où je racontais, un date que j'oublierai jamais et où du coup, tu as tous les frustrés qui savent qu'ils auront jamais rien avec toi, qui sont en mode: «Mais de toute façon, elle est même pas bonne et machin, nanani nanana», tu vois? Genre, tu regardes la photo, c'est un chat avec un maillot du PSG, tu es là genre: «Bon, OK, Robert, si tu étais si beau gosse que ça, cette photo de profil ne serait pas celle-là. Toi et moi, on le sait, hein». Voilà. Et l'autre truc, ça a été celui où je disais justement que je m'étais fait agresser dans la rue et toute l'extrême droite s'est, emparée de ce Ah ouais? réel à une vitesse, stratosphérique. Mais qu'est-ce qu'ils du coup, ils disaient quoi? Ah bah, ils disaient qu'on savait parce que j'avais pas mentionné qui m'avait agressé. J'ai pas c'est une voiture en fait qui m'a suivi et les mecs ont commencé à me parler et cetera et j'ai pas mentionné qui, était dans cette voiture et en gros tout le monde voulait savoir de quelle origine étaient les personnes qui étaient dans la voiture et D'accord. naturellement les gens ont fait leurs propres conclusions et du coup l'extrême droite s'est emparée de ce truc-là et ça a même été relayé sur un média sur YouTube d'extrême droite donc j'ai demandé à YouTube à ce que la vidéo Ah soit oui, je me retirée. souviens d'avoir vu passer ça. C'est parti très, très loin cette affaire mais
C'est pour dire, en gros, à chaque fois qu'ils voient un peu de sang, ils voient un peu de trucs, ça les excite et du coup, ils ont envie d'y aller, tu vois, et de lâcher en fait toute leur frustration. Donc, c'est presque un mécanisme de survie en fait pour ces gens-là. C'est même pas contre toi. C'est-à-dire que c'est vraiment, ils se disent, je peux rien faire de mieux dans mon existence pourrie que là d'aller cracher mon venin. Donc, enfin, il faut vraiment essayer de mettre un maximum de distance par rapport à ça en fait. Et tes haters, toi, c'est que des mecs ou il y a des meufs aussi? Ouais, il y a des meufs aussi. Ouais. Mm. Moi, j'ai pas beaucoup de messages comme ça encore. C'est plus des gens qui sont pas d'accord avec moi, souvent. Mais j'ai pas eu de remarques sur mon physique encore ou de choses comme ça. Mais ouais, les meufs, elles sont hardcore aussi. Ah, elles sont sharp. Je vois ça chez soit mes clientes. J'ai une cliente qui est créatrice de robes de mariée. Bah, forcément, elle touche au corps. Donc, Ben, c'est le bon et le mauvais côté des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un téléphone, aujourd'hui, tu peux t'exprimer. c'est ça. Sauf que... Des fois, tu ferais mieux de ne pas le faire. Toi, les femmes, elles te disent quoi? J'ai pu avoir... Bah, typiquement, j'avais fait un réel où justement, je disais que si ce que tu avais à dire, c'était pas très intéressant, on valait mieux rien dire. Ouais. Et il y en a d'une qui m'ont dit, bah du coup, pourquoi t'as fait ce réel? Il y en a eu plusieurs qui m'ont dit ça. Ouais, pas mal. Ouais. Je disais, ah bah c'est vrai, c'est une très bonne question. Bah du coup, je vais me la poser, je reviens. Tu vois. Je vais me remettre en question, je reviens. Merci Magali du 103. Pas Magali, hein. Avec un I. Rien à voir avec toi. Elle est unique, attends, Magali avec un Y, j'en ai jamais vu deux dans ma vie. Je te jure que ça existe. C'est vrai? Ouais. Putain. Que j'étais choquée la première fois que j'en Bah ai tu vu. m'étonnes. J'étais C'est un là, peu ton mais identité remise en question. Mais par contre, Magali Zarka, il n'y en a qu'une sur Terre. Ça, c'est quand même Donc une très bonne nouvelle. Ça, c'est bien. Mm. J'ai vu aussi un extrait d'une émission avec Bruno Solo. Oui, qui je vois très bien. Tu l'as vu Je cet l'ai vu sur extrait elle, où il ouais. disait c'est pas tous les hommes, mais c'est quand même à chaque fois des hommes Ouais. sur les agressions. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors moi, je suis fascinée par un truc complètement improbable. Maintenant, vous n'allez plus jamais voir les feux rouges comme avant, suite à ce que je vais partager. Ah. Ouais, t'es pas prête. Hein. J'ai une théorie. Et s'il y a un neuroscientifique qui regarde cette vidéo, franchement, ça m'intéresse d'avoir son retour. Ou un endocrinologue, les deux pourraient être intéressés par la thématique. Ok. J'ai remarqué un truc. C'est que l'hormone qui conditionne le passage à l'action, la concurrence, le défi, le challenge, tous ces trucs-là, c'est la testostérone. Okay. Naturellement, les hommes ont beaucoup plus de testostérone que nous. Du coup, c'est pour ça que les excès de vitesse, c'est des hommes. Les meurtres, c'est des hommes. On n'a jamais eu un truc d'homicide, tu vois, à cause du féminisme. Il n'y a pas eu la grande nuit des meurtres des maris. Tu vois, personne n'a jamais fait ça. Alors que bizarrement, les féminicides en France, ça va. On maintient des stats relativement importantes. Voilà. Et du coup, j'ai remarqué un truc. C'est qu'après une séance de sport, tu augmentes ton niveau de testostérone en tant que femme aussi. Et du coup, tu te sens plus confiante en toi. Et moi, j'ai l'habitude, généralement, de passer systématiquement au rouge à partir du moment où je vois qu'il n'y a pas de voiture en tant que piétonne. Parce que s'il n'y a pas de voiture, pourquoi je vais attendre sur un trottoir? Pour moi, c'est un non-sens. Je suis parisienne, je crée le passage piéton avec mes pieds, pas parce qu'il y a des bandes blanches, qu'on soit clair. Donc si en plus, il n'y a pas de voiture, je veux dire, c'est vraiment le message, je te l'ai créé comme ça, tu vois, il n'y a pas de souci. Sauf que tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui ne pensent pas comme moi, qui ne pensent pas peut-être comme nous, qui attendent parce qu'il y a un mec qui s'est cassé la tête à mettre un bonhomme et tu dois faire ce que le bonhomme il te dit de faire. Est-ce que c'est le conditionnement, du coup? C'est quoi? Du coup, moi, j'ai remarqué les gens qui restaient à chaque fois sur le trottoir, c'est toujours des petites mamies, faible niveau de testostérone, des gens en surpoids, faible niveau de testostérone, des enfants, parce qu'il y a en plus l'insécurité, forcément, tu ne vas pas traverser au rouge. Mais du coup, ce n'est pas des gens qui ont des hauts niveaux de testostérone. Mais tous les gens qui ont des hauts niveaux de testostérone, ils vont traverser au rouge. Et donc, du coup, la question, c'est qu'est-ce qui se passerait dans le monde si, naturellement, on baissait le niveau de testostérone de tout le monde? Et franchement, c'est un vrai truc. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de guerre, parce que tu t'en foutrais d'être meilleur que l'autre. Donc, il n'y aurait plus de compétition, de concurrence, de manière générale, dans le business. Parce que du moment que tu fais ce que toi, tu kiffes, tu t'en fous, en fait, de ce que Pierre ou Jacques, ils font à côté, tu vois. Tu vas pas chercher à attaquer un nouvel état, parce que tant que toi, t'es bien dans ton état, tu vas pas regarder ce qui se passe à droite, à gauche. Enfin bref, ça changerait totalement le game. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une raison physiologique à tout ça, heureusement ou malheureusement, qui est que depuis la nuit des temps, le mec, il est juste shooté à sa testo, et du coup, il fait ce qu'il fait pour des raisons de survie, en fait.
parce qu'on lui a dit qu'en gros, si tu protégeais pas ta tribu, du coup, quelqu'un allait l'attaquer, etc., etc. Et donc, ça, c'est des trucs qui sont engrammés en nous depuis des dizaines de milliers d'années, quoi. La perversion, les réseaux, les écrans, machin, tout ce que tu veux, ça a créé d'autres, conséquences, tout simplement, d'utilisation de cette testostérone. Mais au final, j'ai envie de dire, ça vient de raisons qui sont physiologiques. Est-ce que pour toi, le féminisme, c'est être contre les hommes, par exemple? Non, jamais de la vie. Non, parce que c'est ce qu'on va nous dire. Bien sûr, En ça, c'est le écoutant féminisme toxique. Non, mais ce qu'on peut nous dire en écoutant ce qu'on dit. Oui, que non, vous bien êtes sûr. féministe, vous êtes contre les hommes. Moi, je suis absolument pas contre les hommes, évidemment. Au contraire. Oui, au contraire. Mais On a quand même encore besoin d'eux pour changer une ampoule. Je veux dire, sinon, d'un côté, le MeToo a été hyper bénéfique. Et de l'autre, quand même, il y a des trucs. C'est une catastrophe. Ouais. Sur plein de niveaux. Non, bien sûr. Entre les meufs qui mitonnent, parce qu'il y en a quand même. Qui mitounent. Qui mitonnent. Non, mais tu vois, c'est quand même utiliser ça pour gagner de l'argent, par exemple, ou mettre des gens dans la merde, etc. C'est horrible. Comment veux-tu qu'on prenne au sérieux les femmes qui ont vraiment vécu ça s'il y en a qui mitonnent? Moi, je trouve ça horrible d'utiliser ce phénomène, entre guillemets, pour pouvoir arriver à ses fins. Il y a plein de sujets sur lesquels MeToo a été quand même néfaste. Et du coup, quand je l'entendais Bruno Solo dire ça, j'ai trouvé ça à la fois bien, et à la fois, je me suis dit, je connais pas assez les stats sur les femmes, justement. Sur les femmes qui font des agressions, Est-ce que toi, tu t'en sais un peu plus ou pas du tout? Au niveau des stats, je pourrais pas te renseigner davantage. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, à mon sens, que ce soit en politique, par rapport au féminisme, etc., plus tu vas dans les extrêmes, plus tu sais que tu es en train de partir vers des situations qui vont être complexes. Je pense que la réponse est toujours au milieu. Il y a toujours un entre-deux, il y a toujours des nuances à apporter à tout ça. Je pense que c'est très bien que les femmes, maintenant, aient gagné en indépendance, qu'on n'ait plus besoin, évidemment, tu vois, demander à notre mari pour ouvrir un compte. Ouais, parce que tu sais, c'est hyper récent encore, Ouais, tu vois, c'est et on ça. le voit d'ailleurs, juste ne serait-ce que dans des échanges avec nos grands-parents, tu vois, on voit bien que le truc, il est encore hyper récent encore, et qu'elles sont hyper challengées, en fait, par ces nouveaux formats que nous, maintenant, on considère comme étant normaux. Mais du coup, ça a tué le fait d'être un gentleman, tu vois. Maintenant, ils savent plus s'ils doivent nous tenir une porte ou pas. Ils savent plus s'ils doivent nous inviter au resto. Ils savent plus... S'ils ont le droit de nous dire qu'on est belle. C'est ça. C'est un compliment, c'est tout de suite waouh. Et pour te dire, j'avais même fait un date il y a 1 an, quelque chose comme ça, avec un mec qui m'a dit, à la fin du date, tu sais le truc le plus sexy que tu as fait ce soir? Je lui dis non, aucune idée. Et il me dit, c'est que tu m'as laissé payer le resto. Je lui dis, ah là, on est tombé très très bas. Là, c'est grave. Ouais. Mais il m'a dit, parce que tu te rends pas compte, c'était en Espagne. La pression. Mais il me dit, là-bas, je me fais brûler. À partir du moment où la nana, je lui tiens la porte, je lui fais un compliment sur son outfit et je lui paye le truc, il me dit, mais truc, t'allais m'avoir comme ça? Non, je te fais un commentaire, tu vois. Je sais pas, Un je compliment. passe un bon moment, voilà, c'est ça. Non, tu fais pas ça. Parce que du coup, ça veut dire que quoi? Que je suis un morceau de viande, que je suis que ça, que je suis nanana. Et elles partent dans des délires, les meufs. Et c'est pour ça que pour moi, il y a vraiment un féminisme qui est toxique aujourd'hui, qui porte préjudice aux mecs bien, parce que j'ai quand même plein de potes mecs qui sont des mecs très bien, qui sont très bien éduqués, qui traitent leurs nanas comme des princesses, et qui sont hyper respectueux, etc., qui du coup n'osent plus aborder des nanas, parce que justement, tous les autres leur ont un peu saboté le boulot, et qu'il y a trop, entre les chiens de la casse, voilà, on n'en parle pas, mais plus toutes les nanas, où finalement, maintenant, ils sont traumatisés, ils savent plus ce qu'ils ont le droit de faire, en fait. Si c'est pour me prendre une rafale juste parce que je lui ai dit qu'elle était jolie à la salle de sport, mais c'est bon, quoi, je vais même pas y aller, en fait. Je dis, mais vous regardez depuis 6 mois? Oui, on se regarde depuis 6 mois. Et je ne vais rien faire. C'est triste, quoi. C'est très triste. Je trouve ça tellement dommage, parce que, c'est ça la drague. C'est ça, tu vois, le truc. Après, bon, voilà, moi, ça fait longtemps que j'ai pas passé ce truc-là, mais c'est vrai que, je trouve ça dommage d'en arriver là. Le but de MeToo, c'était justement de casser ce mythe des producteurs richissimes, etc. Et je trouve que c'était une bonne chose, mais les dérives derrière... Après, il y a eu aussi, récemment, il y a eu aussi notre première dame qui nous a fait une... Brigitte, si tu me regardes. Qui nous a fait une bonne petite... on va dire une bonne petite séquence qui a bien fait parler d'elle. T'en as pensé quoi, toi? Moi, j'ai fait un t-shirt. C'est-à-dire, je suis une conne. Non, tu l'as pas vu le t-shirt? Non, j'ai pas vu. T'as pas vu le t-shirt? Non, c'est quoi? J'ai marqué, c'est celui qui dit qui est. Ah oui, si, je l'ai vu sur ta séance photo. Elle est trop bien, cette séance. Ouais.
Donc, écoute, est-ce qu'il y a besoin de rajouter des choses là-dessus? T'es première dame d'un pays, il y a 30 millions de femmes ou 35. Mm. Je pense que les excuses ont été d'une vacuité peu commune. C'était pas des excuses. C'était pas des excuses, c'était un commentaire. Elle a cru que c'était un commentaire, voilà quoi. Ouais. Elle n'était pas sous un poste, hein. Elle était à la télé et elle pouvait Ouais. en profiter, voilà. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a dit ce qu'elle pensait vraiment. Donc, j'ai envie de te dire, au moins, Elle était authentique. elle est authentique. Voilà, on peut pas lui reprocher ça. Elle est authentique. Ouais. Et les Miss France, pareil, on peut en parler aussi. Ah, j'ai pas vu ça, c'est quoi l'histoire? Les Miss France qui étaient du coup, on appelle ça des dauphines quand elles ont perdu, c'est ça? Ah oui, qui ont Voilà. traité les autres de putes, là. Voilà, c'est ça, Ah ouais. exactement. Et qui ont eu la bonne Ouais. idée de le partager en story, parce que c'est ces choses qu'on fait après une élection. Donc, Bah, en fait, elles l'ont mis sur leur compte, oui, privé ça. ou je sais pas quoi, et sauf que ça a été repris, ouais. donc Et voilà, comment elles se sont mis les trucs l'une sur l'autre, c'était rigolo, ça. c'est ça. Donc, Bon. comme on l'a dit, c'est les femmes entre elles, de toute façon, sont les premières aussi à... Ouais. Mais après, enfin, moi, je viens du luxe, c'est un secteur où ça se tire dans les pattes, puissance 15 aussi. Donc, c'est pour ça que on a commencé notre échange en disant que l'agressivité, elle était partout. Et de fait, faut pas croire qu'il y a des sphères où on est épargné. Si c'est pas ta famille, ce sera tes collègues. Si c'est pas tes collègues, ce sera tes potes. Si c'est pas tes potes, ce sera tes clients. Si c'est pas tes clients, ce sera des haters. Si c'est pas des haters, ce sera... que sais-je. Ouais, justement, pour revenir sur le statut de victime, parce que en vrai, des fois, on a besoin de se sentir reconnu en tant que victime. Mais c'est quoi tu sais, la bascule à faire en se disant, ok, j'ai été victime de ça. Et justement, finalement, c'est encore une fois ce que je disais, on m'a fait subir ça et c'est pas moi qui ai subi. Et, et de se dire, bah, ok, maintenant, c'est bon. Je sais que j'ai été victime de ça, mais je passe de l'autre côté en mode... Je pense que c'est une histoire de narration, hein. Je pense que c'est à toi de te demander avec quelle narration je suis la plus OK. Est-ce qu'il y a une narration qui me fait plus mal qu'une autre? Et à partir du moment où moi je suis alignée avec la version de l'histoire, bah, ça veut pas dire que je la garderai jusqu'à la fin de ma vie, mais en tout cas, pour le moment, c'est celle avec laquelle je me sens le plus en cohérence avec moi-même, tu vois. Et je pense que c'est vraiment se poser cette question-là. Il n'y a pas de jugement de valeur à avoir là-dessus. Et chacun, ouais, c'est quelque chose de très intime, de très personnel en plus aujourd'hui d'histoire, tu vois. Donc, après, encore une fois, moi j'ai subi beaucoup d'agressions à Paris. Mais à un moment donné, j'en ai eu ma claque. Et du coup, je me suis dit, OK, t'as le choix entre continuer à chaque fois à sortir avec la boule au ventre et à dire ça pourra éventuellement à nouveau m'arriver, etc. Parce que ici, visiblement, il n'y a que des décérébrés. Ou est-ce que je prends mes clics et mes claques et je me casse, je vais ailleurs, je vais dans des univers où je me sens davantage en confiance et je verrai ce qui se passe là-bas, en fait. Mais c'est clair que oui, à un moment donné où moi j'en avais marre d'être toujours sur mes gardes, en fait. Tu produis du cortisol en permanence. Et à un moment donné, c'est pas, pour moi, c'était pas vivable. Et là, on peut dire où t'habites? Ouais. T'habites à Barcelone? Ouais. Ce qui est pas une ville qui est super réputée pour sa sécurité, hein, quand même. Et tu te sens quand même plus en sécurité là-bas? 1000 fois. Mais jamais rien n'arrive à Barcelone. Mais jamais rien n'arrive à Barcelone, mais jamais rien n'arrivé aux Canaries, où j'habitais avant aussi. En Grèce, si. Light, mais ça m'est arrivé. Des voitures qui peuvent éventuellement te suivre. Des mecs qui se masturbent en te regardant la plage. Taxi, du coup, tentative de viol dans un taxi, quand j'avais 19 ans, avec un mec... En France, ça, du coup? Paris, Champs-Élysées. Paris. Ouais. Ok. En sortant de boîte, et le mec qui te dit, en gros, je te laisserai pas sortir tant que tu m'auras pas sucé. Et qui bloque la porte. Donc tu comprends que t'as pas 10 000 scénarios à paraître très intelligente émotionnellement parlant. Et essayer de garder ton calme. Comment tu t'es sortie de cette situation? Je lui ai juste fait comprendre que ce serait pas pour aujourd'hui. Et que c'était hors de question. En plus, à l'époque, mon mec m'avait mis dans le taxi de l'époque. Lui, il était resté en boîte, donc j'étais toute seule dans le taxi. Mais en tout cas, du coup, le mec, en gros, pendant tout le trajet, avait commenté mon ex de l'époque en disant tu devrais pas être avec un mec comme ça, tu mérites mieux, etc. Et j'étais là, genre, non, mais en fait, toi, ton travail, c'est de m'emmener d'un point A à un point B, donc tu vas rester dans le cadre et puis tout va bien se passer. Et en fait, ouais, une fois arrivé dans la maison, le mec, il s'est dit, bon, bah voilà, je vais le tenter. Mais au final, j'ai réussi à rester calme. Je lui ai dit que ça ne se passerait pas, etc. Il m'a dit, OK, ça va. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, ça va pour cette fois. Il m'a dit, ça va pour cette fois. Il a débloqué la porte, je suis sortie. Tout le monde m'a dit, t'aurais dû prendre sa plaque, machin, mais c'était le cadet de mes soucis à ce moment-là. Tout ce que je voulais, c'était m'enfermer dans mon immeuble. Et après, plus jamais j'ai donné mon adresse à un taxi. Et à chaque fois, c'est genre 50 mètres
d'écart parce que du coup, tous les jours où je sortais à partir de là de chez moi, j'avais peur qu'ils m'attendent au coin de la rue, etc. Tu vois, donc ça avait créé un peu une psychose. Ah ouais. Et c'est comme ça que j'avais commencé d'ailleurs à m'intéresser un peu à tout ce qui était sport de combat. Quand j'avais 19 ans aussi, j'ai mon ex qui s'est fait défoncer devant moi. Métro Glacière à 22h. 3 mecs sont arrivés, ils ont commencé à me dire est-ce que c'était vrais yeux. Ils étaient bourrés hein, complètement, 3 mecs de l'Est. Et du coup, je leur ai dit oui, c'est mes vrais yeux. Ils me disent non, mytho, t'as des lentilles, je sais pas quoi, machin. Et je dis écoute, c'est quoi à cette heure-ci, j'en ai rien à faire. Tu me crois pas, c'est pareil. Et on dit ouais, c'est quoi ce tocard avec qui tu traînes. Et boum, c'était parti. Et ils l'ont défoncé. Et ils l'ont vraiment défoncé. Et du coup, on a fini à la salpêtrière. My God. Et j'ai fait des tours avec les flics pour essayer de les retrouver dans le quartier pendant que mon mec, du coup, était embarqué aux urgences. Et ce qui était assez drôle, c'est que moi, j'avais clairement décrit que c'était 3 mecs de l'Est avec tel bonnet, machin, imbibés comme des éponges. Et on passe avec la voiture de flics devant 3 Renois et ils me disent c'est eux. Et du coup, je leur dis je crois que le portrait robot était assez clair. Et du coup, ils me disent non, mais comme ça, on finit plutôt la mission. Et donc, en gros, ça nous arrangerait vraiment que tu puisses dire que. Bah non. Et je suis bah non, en fait. Parce que moi, accuser des innocents, c'est. Non, je préfère mourir, en fait, je crois. N'importe quoi. Et après, j'avais été hôtesse au Stade de France et au Parc des Princes pendant plus de 7 ans. Et c'est là aussi où tu te rends compte que tous les CRS qui sont censés te protéger, finalement, bah, quand ils te voient sortir du stade, ils sont en mode ah, petites hôtesses, machin, on va passer une bonne soirée, nanana, la soirée fait que commencer, je sais pas quoi. Donc non, en fait, tu peux pas compter sur eux non plus. Et franchement, à la fin, c'était soit ta capuche, casquette, machin. Tu pouvais même pas savoir si j'étais une femme ou pas en sortant du parc, tellement tu es obligé de te protéger parce que tu es en Seine-Saint-Denis pour le Stade de France et qu'il est 1h du matin et que voilà quoi. Très souvent, c'est des endroits où forcément bah, ça picole pas mal puisque l'alcool est gratuit, on va pas se mentir. Et tu as les femmes aussi de ces personnes-là qui viennent dans ces loges privées. Et je me rappelle que plusieurs fois, parce qu'à la fin j'étais chef hôtesse, donc je manageais des groupes de 80 hôtesses dans ce genre d'event. Très souvent, je voyais justement que ces personnes-là se permettaient des choses avec les hôtesses de mon équipe qui avaient 18, 19 ans. Enfin voilà, c'est des bébés choux qui arrivent et en plus t'es étudiante, t'as pas beaucoup confiance en toi. Souvent elles viennent de l'étranger en plus, machin. Donc parfois le français n'est pas non plus leur première langue, qu'elles savent pas trop se défendre. Et je voyais qu'ils se permettaient aussi bien de les prendre en photo, de les toucher en bas du dos, machin. Et dans ces cas-là, moi j'étais toujours la première à intervenir parce que je trouvais justement que c'était un manque de respect et que c'est pas parce que c'était des jolies plantes sur un salon que tu avais le droit de les prendre vraiment pour des plantes, tu vois. Et je me faisais toujours tirer les bretelles de la part des agences parce qu'elles me disaient mais non, non, mais t'as vu qui c'est, mais tu te rends pas compte, mais machin, nan, nan. Je m'en bats les couilles en fait. Il est bourré, il manque de respect à mes équipes, il sort. J'appelle la sécurité, ça sort. Ça peut être qui tu veux. C'est un homme qui manque de respect à une femme, c'est tout ce que je vois. Après, si t'as envie d'avoir des prix Nobel ou d'être élu par des millions de Français, c'est ton problème. Tu fais ce que tu veux de ton temps libre. Mais là, t'es dans mon salon. Donc, c'est mes règles. Et si vous préférez me virer de l'agence parce que ça ne renvoie pas à l'image que vous vouliez ou je sais pas quoi, allez-y. Moi, je suis alignée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour des femmes qui se sentent aujourd'hui victimes, qui ont envie d'aller plus loin sur quelque chose, qui se sentent bloquées peut-être sur ça? On parlait peut-être de faire des cercles ou je sais pas quoi, mais en fait, moi, ça fait un moment, ce que je te disais, c'est que j'ai cherché des associations pour faire des dons et des choses comme ça sur les violences faites aux femmes, etc. Mais en fait, je crois que je me retrouvais pas assez dans ce qu'il y avait dedans. Et puis juste donner de l'argent, on sait pas où ça va, et cetera. J'avais envie d'aider, ces femmes-là, mais autrement et tu me disais qu'on pourrait peut-être imaginer quelque chose ensemble. Moi, ça serait avec grand plaisir. Mais c'est vrai que pour l'instant, enfin vous, si vous avez des idées, si vous avez envie qu'on crée quelque chose, dites-nous. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Bon après, je sais qu'un des sujets qui te tient à cœur aussi, c'est le leadership féminin. Ça me tient beaucoup à cœur aussi. Donc peut-être que justement qu'elles puissent reprendre le pouvoir sur leur vie. Enfin voilà, je sais pas ce qu'on pourrait faire. Est-ce que toi, tu as des idées? Est-ce que tu y as réfléchi depuis qu'on en a parlé ou pas? Bah, premier truc, déjà, c'est de pas rester seule. Oui. Arrêter de s'isoler et de penser que vous êtes toute seule dans ces problématiques. Je pense que parmi les anecdotes qu'on a pu partager aujourd'hui, elles vont peut-être justement se reconnaître dans certaines. Il y a peut-être des situations qu'elles ont vécues aussi. Et à partir du moment où tu les as vécues, bah, juste de voir que tu n'es pas toute seule, déjà, ça te rassure. Donc, déjà, sortir de l'isolement, nous envoyer des MP potentiellement à toi ou à moi, tu vois, ça peut être déjà une première étape. Si nous, après, on voit qu'il y a moyen de faire un groupe, ne serait-ce que ça, animer, tu vois, des sessions ensemble où chacune va justement peut venir avec ses histoires, nous donner ses best practices, tu vois, comment elle s'en est sortie. Est-ce qu'après, elle a dû faire des séances avec un psy? Est-ce qu'elle a fait des séances avec un coach? Est-ce qu'elle aussi, elle a fait du self-défense? Enfin, tu vois, peu importe comment tu as réussi à sortir de là, mais
un truc vraiment bienveillant où le but, il est pas encore une fois de remuer des souvenirs, hyper, intimes et traumatisants, mais plutôt de se dire: «OK, il y a un après, en fait. C'est pas parce que ça t'est arrivé que ça doit encore une fois conditionner, ton avenir». Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, ben, écrivez-nous. On espère que cet épisode vous aura plu et vous aura fait du bien. En tout cas, c'était pour ça qu'on l'a fait. C'était vraiment très, très, comment dire? Intuitif, Oui et sur le moment, quoi. spontané. Ouais, voilà, spontané et voilà, merci encore Hélène d'être venue jusqu'ici. Merci Magali, merci à toi pour avoir créé cet espace et on espère vraiment que ça pourrait aider pas mal de gens. Yes. À bientôt. À bientôt. Ciao.